Il est question de préjugés des tribus et des ethnies qu'on a fabriqués pour bloquer l'histoire des pays africains, pour empêcher le mouvement historique. Parce que la tendance historique des Africains, ça a toujours été de s'élever au niveau des États, au niveau des empires. Ça a toujours été de partir des concessions familiales de la famille pour se hisser au concept le plus élevé de la vie sociale, qui est la nation, qui est même le global. C'est ça, la trajectoire de l'Afrique. Mais, dès que l'ennemi est arrivé, il a cassé ça. Après avoir volé toutes nos valeurs de civilisation, on a dit qu'on n'avait pas d'histoire. On a blanchi les momies. On a blanchi les momies. Oui, il n'y a pas d'histoire. Donc, il y a des ennemis tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel et ils se font la guerre. Ils se font la guerre permanemment. C'est ce qu'on a écrit. Jusqu'à Cheikh Anta Diop, c'est ce qui était écrit. C'était ça l'histoire de l'Afrique. L'Afrique. Après, ils sont ressaisis. Non, la l'UNESCO a dit non. Vraiment, on s'est trompé. On va écrire l'histoire générale de l'Afrique. Vous écrivez quoi? Vous écrivez quoi? Que l'histoire générale de l'Afrique, c'est quoi ça? Vous avez d'abord nié quoi avant? Comment vous avez fait pour dire qu'il n'y a pas d'histoire là-bas? Vous avez fait comment? Comment c'était possible? Non, dans le cadre d'un projet géopolitique qui est clair. Qui est clair. Parce que quand il faut qu'on prenne toutes les richesses d'une terre, quand il faut arracher les richesses d'une terre, quand pour que votre expansion a pour condition la destruction des autres, mais évidemment, c'est logique, il ne doit pas avoir d'histoire. Ils n'ont même pas été des hommes. Ils n'ont pas existé. Cette affaire, si vous avez vu ça, dans le Grand Lac, non? Oui. C'est quoi l'histoire du Rwanda? C'est pas ça? C'est exactement ça. De l'invention d'une ethnie, de la transformation comment on dit ça? Des castes de travail, d'une division du travail. C'est pas dans le cadre d'une division historique du travail. Et bien, les Belges sont arrivés et ils ont créé une ethnie en isolant les traits physiques des peuples. L'autre est géant, il est longitudineux, et du coup il est proche du blanc. Donc l'autre est court, il est trapu, oui, il est petit pied, il est trapu, donc il est proche du sauvage. Et c'est comme ça qu'on a catégorisé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui les Rwandais et les Burundais, par exemple. Ça a abouti au génocide. Mais pour soutenir la thèse que non, les Africains ne s'aiment pas, on vous a dit que tant que sans le blanc, ils s'entretuent. Mais cette thèse-là, ça marche encore. Ça marche où? On dirait que c'est Washington qui a organisé tout ça. Avec ces garçons de course français. C'est connu. Bon, qu'on ait trouvé des pions comme Kagame et les autres, ça ne manque jamais. Mais à qui peut-on venir faire croire qu'aujourd'hui que non, ok, les Rwandais, les Tutsis et les Hutus sont tellement haïs qu'ils se sont tués avec les machettes. Et que le blanc n'y est pour rien. Au contraire, c'est parce que le blanc était là que ça n'est pas arrivé avant. Bon, mais quand ils ont voulu commencer à remettre en cause l'hégémonie du blanc, quand on a vu que vraiment, quand ils ont fait l'erreur de ne pas comprendre qu'il faut suivre ce que le blanc dit, il y a eu génocide. Hein? Parce que l'autre voulait le pouvoir. Oui, à tout prix. On exclut, on met de côté l'enjeu des Grands Lacs, qui est vieux, qui est un vieux enjeu, qui est organisé depuis la conférence de Berlin, et qui est au cœur de l'histoire géopolitique occidentale, qui est au cœur de la richesse occidentale aujourd'hui. Ça s'appelle la RDC, le Congo, la zone là, le Congo. Non, tout l'enjeu là, on oublie ça. On oublie que Léopold II, n'est-ce pas, a été à l'origine de ce concept géopolitique. Et là, avec ses amis américains et tout, et que une bonne partie de la richesse de l'Occident, bonne partie, dépend du Congo, vient du Congo. Et donc, pourquoi on justifie le fait que ces richesses-là doivent appartenir à tout le monde, sauf aux Congolais? Ben, il faut les transformer en ethnie. Ça doit être des tribus qui ne s'aiment pas, qui se font la guerre, des sauvages, qui sont tellement arriérés que l'idée de nation, ils ne savent pas ce que c'est. L'idée de la détribalisation, on ne sait pas ce que c'est. L'idée de la modernité, on ne sait pas ce que c'est. Le sens civique, la cité, le civisme, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, parce que dépasser l'ethnie, monter dans la cité, ça c'est réservé aux Grecs. Et aux Romains. Comme s'il n'y avait pas les ethnies là-bas. Comme s'ils ne se sont pas entretués. Comme si les guerres du Péloponnèse, les guerres puniques, toutes ces guerres-là étaient des inventions. Les guerres médiques, tout ça, c'était les inventions. C'est ces Africains qui ont fait ça. Non, pour dire que, attention, ne reprenons pas en nos compte des trucs qu'on invente. L'ethnie n'est pas un frein. C'est pas un frein. L'ethnie est l'ethnie. Point. Sociologiquement, le fait ethnique est réel. En tant que fait,
il n'est pas un frein a priori. Il n'est pas aussi un avantage a priori. C'est l'étude historique du fait ethnique qui permet de l'inscrire dans une dynamique historique. Et si vous considérez qu'en plus, ce sont des organisations, ils ont un chef, ils ont un pouvoir, c'est un pouvoir politique, il y a un pouvoir spirituel qui est là. Mais vous parlez de quoi? À partir du moment où il y a un tel niveau d'organisation, mais c'est de la richesse. Il y a tellement de richesses dans nos ennemis. Prenez un pays comme le Cameroun. Le jour où on mettra à profit le fait ethnique au Cameroun, attention, pas pour faire les bêtises que les gens inventent là, fédéralisme communautaire, les bêtises que les gens inventent là, ils sont à court d'idéologie, ils inventent des idéologies pulsionnelles. Non. L'inscrit dans le cadre national, mais qui reconnaît et valorise le fait ethnique. Ça est extraordinaire sur le plan moral. Nos ennemis sont des réserves de morale extraordinaires. Sur le plan spirituel, sur le plan des savoirs, des technologies. Mais vous savez qu'on s'est opéré chez nous, non? La médecine, il y a des savoirs médicaux extraordinaires dans nos, entre guillemets, dans nos ethnies. Il y a des savoirs culinaires extraordinaires. Il y a des secrets pour collaborer avec la nature qui sont extraordinaires. Qu'on peut aujourd'hui aller étudier et faire des technologies modernes. Est-ce que ce travail a même été commencé? Non, du tout. Ben alors on nous dit maintenant qu'il faut devenir des éradicateurs des ethnies. Il faut leur dire qu'un État national, c'est un État qui rase les ethnies. Bon, on a essayé, ça a marché où? Ça va marcher. Ça va marcher. Le fait ethnique a toujours résisté à tout ce qui a tenté de l'éradier. Mais à chaque fois qu'on lui a donné une perspective supérieure, l'ethnie a été une chance. L'ethnie a été une chance pour cette perspective. C'est dans ça qu'il faut inscrire, n'est-ce pas, cette problématique, n'est-ce pas, que tu as bien fait de mettre sur la table pour qu'on le décolonialise. Pour qu'on désoccidentalise la perspective avec laquelle on aborde ce problème. Non, l'ethnie n'est pas un problème. L'ethnie est là. La tribu est là. On peut en faire. C'est comme le couteau. Ça sert à faire la bonne cuisine dans les mains d'une bonne mère, d'une bonne femme. Ça sert à tuer dans les mains d'un bandit, d'un brigand. Ce n'est pas le couteau qui est le problème.